Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé Voilà. par Yogist et par Act4Now sur le bien-être mental. Comment en parler dans votre entreprise pendant la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail 2024. Il est midi. Merci Voilà. d'avoir pris le temps de vous connecter, même avant un long pont et une courte semaine. Nous allons attendre encore quelques secondes que les derniers retardataires nous rejoignent et sachez que ce webinaire sera enregistré pour vous permettre de le voir ou de le revoir en replay. Je connais certains d'entre vous qui êtes connectés. Je te salue, Catherine. Bonjour, Alexia. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Karen. Ravie de vous voir, même si on n'est pas en chair et en os. Heureusement que les nouvelles technologies nous permettent de nous retrouver régulièrement à travers nos écrans. Alors, aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Jean-Christophe Beau, comme son nom l'indique, qui n'est pas seulement beau physiquement, mais il est aussi beau à l'intérieur. Jean-Christophe, on s'est rencontré il y a une dizaine d'années quasiment maintenant. Il était le fondateur d'une application qui s'appelle My Mental Training Pro et dont on nous parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, il intervient sous la casquette associé de Act4Now, la première plateforme de ateliers dédiée à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Quant à moi, je suis Anne-Charlotte Vuccino, la fondatrice de Yogist Well at Work. Yogist, c'est la première méthode de bien-être au travail dédiée au monde de l'entreprise qui aide les collaborateurs et les organisations à rendre le travail plus humain. Alors, nous sommes le 7 mai, on est à 1 mois et demi de la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail 2024. Chaque année, cette semaine est organisée sous l'impulsion de l'ANACT et est très fortement attendue par les entreprises et par les prestataires que nous sommes sur les questions de bien-être au travail, de santé mentale et de santé physique. Et on a voulu, avec Jean-Christophe, s'associer, s'allier, nous qui sommes deux acteurs innovants et complètement indépendants de la qualité de vie et des conditions de travail, pour vous donner des idées à vous qui avez à cœur d'aider vos équipes, à vous qui êtes peut-être en charge de la semaine de la QVCT et de son organisation de votre entreprise, ou à vous qui avez comme métier, comme mission, en tant qu'indépendant, coach ou prestataire, d'aider les travailleurs à être mieux dans leur basket, à rester sains de corps et d'esprit. Et comme cette année 2024, c'est aussi l'année des Jeux Olympiques, on n'a pas voulu s'attarder trop sur la question de la santé physique ou de la lutte contre la sédentarité, parce que c'est un thème qu'on va couvrir et qu'on a couvert par ailleurs assez largement. On a voulu s'intéresser à l'enjeu du bien-être et de la santé mentale, dont on parle énormément aujourd'hui dans les entreprises. C'est un enjeu majeur, surtout à la fin du Covid. Et donc, je voulais demander, avant de démarrer ce webinaire, ou plutôt pour démarrer ce webinaire, à Jean-Christophe de se présenter en quelques lignes, en quelques mots, et surtout de nous dire, pour lui, qu'est-ce que c'est la qualité de vie et les conditions de travail, et surtout, cette semaine de la QVCT, quels sont ses enjeux au-delà du thème qui a été diffusé par l'ANACT et qui est anticiper le travail de demain. Ouais, très très bien. Merci Anne-Charlotte pour cette introduction. Bonjour à tous et toutes, ravi d'être là avec vous. Oui, donc moi c'est ce thème du bien-être mental. Déjà à la fin de mes études, j'ai fait mon mémoire de recherche sur justement le bien-être mental, la sophrologie, méditation et les compétences de manager. Voilà. Et sachant qu'une des principales compétences dans ces champs-là, c'est à la fois la lucidité, la stabilité émotionnelle et le fait de savoir prendre soin de la sienne et de celle de ses équipes. Voilà, donc c'est un sujet qui me passionne. Et du coup, j'avais créé My Mental Energy Pro, qui est une structure. J'avais fondé ça avec un docteur en psychologie cognitive, Gaël Alain, avec qui on collabore toujours. Et on a fait des recherches originales, vraiment centrées sur le travail, sur comment est-ce qu'on peut aider les personnes à mieux gérer leurs ressources mentales pour éviter
l'épuisement de leurs ressources et conserver aussi une efficacité, concilier bien-être et efficacité. Et du coup, on a appelé ça d'ailleurs l'écologie mentale, pour prendre un mot qui veut bien dire que, à l'image de la planète, nos ressources mentales pour se concentrer et travailler ne sont pas du tout illimitées au cours d'une journée, et que si on veut éviter de les épuiser et de s'épuiser, il vaut mieux les gérer, justement pour avoir une efficacité durable et un bien-être durable. Voilà. Donc ça, on a fait des recherches originales là-dessus avec des laboratoires, l'université de Montpellier, l'université de Lyon, et du coup, on a conçu aussi tout un ensemble d'interventions pour aider, voilà, qui se font sur les formats, on va voir, type conférence ou atelier, pour aider les collaborateurs justement à mieux gérer leur écologie mentale. Alors, le grand sujet cette année, eh bien c'est intéressant, tu peux passer à la slide d'après, hein, c'est comme la semaine de la QVCT chaque année. Là, le thème de cette année, pour cette semaine, c'est toujours intéressant de voir ce que l'ANACT retient, donc l'Agence sur l'amélioration des conditions de travail, anticiper le travail de demain. Alors c'est un peu énigmatique, on va se dire, qu'entend-il par ça? Donc juste pour dire que cette semaine, c'est du 17 au 21 juin, et c'est effectivement l'occasion, pour pas mal d'entreprises, d'organiser des choses liées à ces thématiques. Alors du coup, qu'est-ce que l'ANACT entend, et qu'est-ce qu'on s'est dit en réfléchissant avec Anne-Charlotte, c'est quoi les thèmes qui peuvent être les plus intéressants à aborder sur cette anticipation du travail de demain? Eh bien, on a vu trois gros sujets, alors que l'ANACT a repris aussi, c'est cet enjeu de transition écologique, et notamment avec alors il y a deux très gros sujets qui impactent le bien-être mental au travail. On a même fait des enquêtes, nous-mêmes avec Act for Now, qui est donc le cabinet de conseil RSE dont je suis associé. Et on a fait des enquêtes pour AXA Climate sur l'éco-anxiété au travail. On a sondé 1000 salariés en France représentatifs, enfin l'année dernière, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plus de 50% des salariés français qui déclarent ressentir de l'éco-anxiété, dont un tiers, où c'est presque au niveau de la déprime. Donc c'est pas du tout juste un phénomène de jeunes, même si les jeunes sont surreprésentés, mais c'est un phénomène qui touche toutes les tranches d'âge et qui est vraiment un impact sur le bien-être et le mal-être mental, on va dire. Voilà. Donc le premier sujet, c'est l'ANACT l'aborde aussi, c'est cet enjeu de la transition et du dérèglement climatique sur les conditions de travail. Il y a le volet anxiété, il y a le volet chaleur, qui est plutôt un impact physique. Il y a un deuxième sujet de même importance qui est en train d'arriver avec des gros changements sur l'évolution du travail lui-même, c'est la démographie, avec du coup décalage d'âge de retraite et tout ce qui va apparaître pour permettre aux collaborateurs plus seniors, d'ailleurs dont je fais partie, de pouvoir travailler dans des bonnes conditions pour eux-mêmes et pour l'entreprise, avec des années de plus. Voilà, donc ça c'est un énorme sujet aussi. Comment est-ce qu'on peut adapter le fonctionnement du travail à des personnes qui effectivement peuvent être sur certains points avoir d'autres besoins d'énergie, puisqu'il y a aussi un léger vieillissement des facultés cognitives. Et ensuite, avec ce sujet aussi des aidants, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui sont vulnérables, et notamment on sait que les enquêtes ont montré qu'il y a presque un salarié sur 4, un salarié entre un salarié sur 5, un salarié sur 4, qui est un aidant, avec tout ce que ça suppose de charge mentale et d'attention et de fatigue, en plus de son métier. Voilà, je le dis d'emblée d'ailleurs, c'est que moi-même, je suis un aidant familial depuis une vingtaine d'années, puisque j'ai ma troisième enfant qui vit toujours avec nous, qui est polyhandicapé. Voilà, et ce qui vit avec nous, voilà, donc il part tous les matins, rentre le soir, et je vois tout à fait ce que ça peut faire, comment est-ce qu'on peut concilier du coup son bien-être et son efficacité au travail, même si on a des sollicitations assez fortes, et je pense notamment aussi à mon épouse qui travaille et qui concilie aussi cette charge mentale accrue. Voilà, donc ça c'est un thème qu'on va aborder. Et puis le troisième point, c'est l'évolution, le renforcement du travail hybride. Bien sûr, c'est pas un sujet neuf puisqu'avec le Covid, on l'a eu, mais c'est un sujet qui s'institutionnalise là aussi avec les recommandations qui peuvent être liées au premier sujet, transition écologique, puisque le plan de décarbonation
le plan bas carbone pour la France, porté par le ministère de l'Environnement, prévoit d'aller, si possible, vers 2 à 3 jours de télétravail par semaine pour réduire les trajets, pour réduire du coup l'empreinte carbone pour les entreprises. Donc, c'est un thème, voilà, dans lequel on est, et comment est-ce qu'on aide les personnes justement à faire vivre au mieux ce travail hybride entre distanciel, présentiel, avec tout l'impact que ça a sur une plus grande utilisation du digital, ce que nous faisons aujourd'hui, et son impact aussi sur la sédentarité, hein, Charlotte pourra en parler, et l'impact aussi sur le lien social, ce qui nous renvoie d'ailleurs aussi au thème de soutien de l'anxiété ou du bien-être mental, puisque un soutien social est un des très bons remparts contre une forme de mal-être mental, voilà, qu'on peut expérimenter, bien sûr, à condition d'avoir des relations positives et soutenantes avec ses collègues. Voilà, donc on voulait, sur notre thème, présenter ça en se disant, du coup, quels seraient les sujets les plus adaptés, les plus dans l'esprit, et qui permettraient aux semaines organisées au sein des entreprises, pour justement être dans ce thème de la préparation de l'évolution, faire face aux tendances du changement du travail. Voilà, donc Anne-Charlotte peut passer sur la slide d'après. Je te repasse la main pour Yogiste. Merci Jean-Christophe. Je pense que c'est hyper intéressant pour nous, yogis, qui sommes vraiment spécialisés sur le bien-être mental et physique en entreprise, d'élargir un petit peu le spectre et de comprendre d'où viennent les nouvelles sources d'anxiété, de stress et donc de tension physique et mentale au travail. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis là, la transition écologique. C'est aujourd'hui un enjeu absolument majeur qui devrait être très positif, mais qui a été tourné de telle sorte qu'il nous angoisse et au lieu de nous engager, de nous challenger de manière positive vers le progrès, nous fait plutôt avoir peur, déprimer et pèse largement sur le moral des Français. Et moi, je suis convaincue avec Yogis que le lien entre l'écologie personnelle, ce qu'on met en place pour soi pour aller bien, est un élément indispensable pour œuvrer pour la planète. Si on est bien dans ses baskets, on sera dans les bonnes conditions pour faire ce qu'il faut pour essayer d'améliorer les choses du point de vue écologique, que ce soit dans son quotidien à la maison ou au travail. La démographie, tu as raison, les seniors, les aidants, les personnes vulnérables, ils sont de plus en plus visibles en fait aux entreprises. Ils n'étaient pas, c'est pas qu'ils sont plus présents, c'est simplement qu'ils sont enfin visibles, ils se manifestent et les entreprises décident enfin de les aider. Et aider les aidants, c'est devenu une politique hyper importante. Et avec Yogist, on s'est bien rendu compte aussi que les aidants étaient les personnes qui étaient les plus fatiguées en fait, qui vivaient une double journée en entreprise et que donc on pouvait les aider à soulager un petit peu cette charge à la fois mentale et physique en prenant soin d'eux en priorité. Et les seniors, ça a été présenté comme un enjeu à traiter dans les entreprises, tu as raison, alors que chez Yogist, on s'est rendu compte que c'était des vecteurs de changement absolument incroyables. Les seniors aujourd'hui prennent à bras-le-corps des sujets qui n'étaient pas adressés auparavant dans l'organisation. Par exemple, on a de plus en plus d'animateurs yogistes qui sont des seniors, et c'est pas Catherine Goubet qui est connectée aujourd'hui qui dira le contraire. On a des retraités ou des personnes vraiment proches de la retraite qui décident que ça va être dans leur rôle que de prendre soin de leurs collaborateurs, d'améliorer finalement l'ambiance au travail. Et ça, on salue évidemment ces enjeux-là. Et puis, le travail hybride, bien sûr, le digital est intimement lié avec l'augmentation de la sédentarité. Et l'augmentation de la sédentarité, ça a des impacts sur notre santé. Non-santé physique avec les troubles musculo-squelettiques qui explosent et puis la santé mentale parce que, tu l'as bien dit, ça éloigne, ça distend le lien social et en plus, la sédentarité et le travail digital nous incitent à devenir des multitaskers permanents.
on ne fait plus quelque chose qui est hyper important et dont on reparlera tout à l'heure, on ne fait plus de pause. Quand on est chez soi, on enchaîne les visios, les webinars, les Teams et les Zooms, et la distinction entre la journée professionnelle et la journée personnelle qui démarre après ne se fait plus. Donc, il me semble qu'effectivement, ces 3 thèmes-là sont autant de thèmes qu'il faut adresser pendant votre semaine de la QVCT et qui correspondent bien à cet enjeu de l'ANACT, anticiper le travail de demain. Dans le travail de demain, il y aura plus d'enjeux liés à la transition écologique, il y aura plus d'enjeux liés à la démographie et il y a plus d'enjeux liés au travail hybride. Et donc, c'est notre rôle aujourd'hui que de vous donner des solutions pour adresser ces sujets. Mais moi, j'aimerais peut-être ajouter une petite chose sur la semaine de la QVCT. On s'est posé longtemps la question de faire ou non ce webinaire sur la semaine de la QVCT, tout simplement parce que la semaine de la QVCT, pour moi, c'est l'équivalent de la journée de la femme, la journée internationale pour les droits des femmes. Si ça n'a lieu qu'une fois par an, pendant une semaine, et qu'on fait des grandes envolées de boutiques, des actions dans tous les sens pour parler de QVCT, et que le reste de l'année, il ne se passe plus rien, on n'en parle plus, c'est à la fois absolument inefficace, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'impact ni pérenne, ni profond sur les modes de travail, sur les salariés, sur l'entreprise. Et en plus, ça va être extrêmement déceptif pour les salariés, pour les participants qui prennent part à ces actions et à ces débats et qui vont s'attendre à ce que les démarches soient poursuivies tout au long de l'année ou soient à minima suivies des faits. Donc, c'est peut-être l'avertissement que je voudrais donner, tout à fait amicalement bien sûr, aux entreprises qui voudraient se lancer dans l'organisation de leur semaine pour la QVCT. La semaine de la QVCT, ça doit être une piste de décollage, une occasion de lancement, de démarche et de sujet qui, à mon avis, doit se poursuivre tout au long de l'année. Et chez Yogis, on s'est posé cette question sur les thèmes, sur quoi nous, on peut finalement avoir un impact quand il s'agit de bien-être ou de santé mentale lié au nouveau mode de travail, au travail du futur. Notre mission, c'est vraiment de rendre le travail de demain plus humain en s'occupant du corps et du cerveau des travailleurs qui souffrent quand on est sédentaire, quand on enchaîne les Zooms, quand on a un management pas toujours très positif, quand on est tout simplement dans un environnement de travail stressant. Et ce que je vois souvent dans les entreprises, c'est la tentation d'adresser la santé mentale comme un sujet uniquement mental. C'est-à-dire qu'on parle de santé mentale pour parler uniquement du cerveau, de ce qui se passe dans le cerveau, dans la tête des travailleurs, en occultant complètement le reste du corps, le reste de l'écologie personnelle. Et du coup, je voudrais aussi remettre l'église au centre du village en disant que le bien-être, la santé mentale, ce n'est évidemment pas un sujet unifactoriel, mais c'est largement lié à une hygiène de vie, à une écologie personnelle, à une écologie mentale dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Christophe, mais qui est infiniment plus large que uniquement notre matière grise, notre cerveau réfléchissant, voire nos émotions. On parle évidemment du cerveau, on parle de fatigue, de stress, de concentration, de l'impact du digital là-dessus, mais à aucun moment ne faut-il oublier que notre cerveau est alimenté et hébergé par notre corps, qui est encore le premier outil de travail. Et donc, parler du corps, c'est, à mon avis, la première étape pour parler du bien-être et de la santé mentale. Et donc, ne coupons pas la tête, ne décapitons pas les salariés pour parler de santé mentale. Et puis, je pense que dans le yoga classique, dont est inspirée la méthode yogiste, on travaille le corps, on exerce le corps, on entraîne le corps, on le renforce, on le soulage pour avoir un impact sur le mental, sur l'esprit qui réfléchit et qui est à l'origine du travail que l'on produit et que l'on fournit. Et donc, je pense qu'il faut qu'on garde bien ça en tête lorsqu'on parle de santé mentale. Donc, pour nous, les impacts du digital, les impacts du travail de demain, ils sont vraiment de ces deux ordres. Ils se font ressentir sur le bien-être mental parce qu'ils créent une hyperconnexion, une surcharge mentale, une surcharge de stress dont les collaborateurs ont de plus en plus de mal
à se libérer. Et on en voit de plus en plus qui n'arrivent plus à déconnecter, à dormir correctement la nuit, à reprendre une bouffée d'air pendant leur semaine, pendant leur mois ou pendant leur année de travail. Et ces nouveaux modes de travail très sédentaires, très digitaux, ont un impact sur le corps, puisque le corps n'est tout simplement pas fait pour rester assis 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures par jour. C'est une des causes de surmorbidité qui explose aujourd'hui dans les pays développés, les modes de vie sédentaires, l'accidentarité dont on parle de plus en plus. C'est vraiment à l'origine de plus en plus de maladies civilisationnelles, les diabètes, les AVC, les maladies inflammatoires qui aujourd'hui pourrissent la vie et dégradent l'état de santé de beaucoup de collaborateurs dans les entreprises. Et donc, pour nous, faire bouger les corps pour lutter contre cette sédentarité et reposer les cerveaux pour améliorer le bien-être et la santé mentale dans un monde qui s'accélère, dans un monde qui nous inonde de stimuli, c'est absolument indispensable et c'est le rôle de l'entreprise d'introduire ces pratiques dans la semaine de la QVCT, mais surtout aussi sur le long terme dans les modes de travail. Et peut-être que Jean-Christophe, tu auras le même regret que moi, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille pas sur l'organisation du travail en lui-même, on ne travaille pas sur l'organisation pyramidale de l'entreprise, on ne travaille pas tant sur ses produits. On ne peut pas changer drastiquement la manière dont l'entreprise fonctionne. En revanche, on peut donner les clés aux travailleurs, aux collaborateurs pour que lui puisse se protéger, se gérer son stress, gérer son corps et faire en sorte de travailler sans s'abîmer. Et ça, c'est vraiment hyper important, je trouve, de pouvoir se dire qu'on donne les clés, on donne les outils aux travailleurs pour agir sur sa propre santé, mais on ne le fait pas à sa place. Et c'est peut-être le gros challenge qu'on a en France et dans les pays développés, que d'autonomiser finalement ces pratiques-là. Et ça passe par l'alimentation, qui a un effet crucial sur l'énergie, sur la concentration, sur le moral. Il y a de plus en plus d'études qui sortent aujourd'hui sur l'impact de l'alimentation hyper transformée sur les maladies et le mal-être mental. Le sommeil, qui est de plus en plus perturbé par les écrans, par la lumière bleue, par l'hyperconnexion, il est indispensable évidemment au fonctionnement optimal de nos facultés cognitives et il faut absolument en prendre soin. Et puis le management, eh bien, c'est tout simplement les relations au sein de l'organisation avec son N+1, avec son N+2, mais aussi au sein de ses équipes, avec ses collègues et avec les collaborateurs en dessous. Et je pense que quand on apprend avec Yogist ou avec toute autre discipline qu'on introduit dans le monde de l'entreprise, à être plus à l'écoute, à être moins violent, à être moins brutal dans sa manière de fonctionner, d'écouter, de réagir ou de manager, eh bien, on rend un fier service à absolument tout le monde, à l'organisation et aux individus. Et du coup, je voudrais attirer votre attention sur des pratiques toutes simples qu'on peut mettre en place et sur lesquelles je te demanderai de réagir dans 1 minute, Jean-Christophe. C'est tout simplement le concept de pause. Le concept de pause active où on bouge, ou même où on reste assis, mais où au moins on respire et où on repose le cerveau. C'est ce qui fait complètement défaut aujourd'hui dans nos journées de travail. C'est ce qui passe à la trappe en premier quand on est pressé, quand on a des urgences à gérer, quand il y a un problème à résoudre. Et ces pauses-là, ces pauses où on étire le corps, où on le renforce, où on lui permet de bouger et où on permet au cerveau de regarder par la fenêtre, d'aller s'aérer, bref, de se déconnecter 1 minute de la tâche sur laquelle il est complètement embarqué, sont absolument indispensables à la productivité, à la concentration, à l'efficacité, à l'énergie et aussi à la santé du corps. Et je pense que ça, il faut le rappeler, la pause s'impose dans les organisations et c'est encore quelque chose de mal accepté. On parle souvent à des DRH qui nous disent « Mais attendez, on a déjà du mal à faire revenir les gens ou à les faire travailler suffisamment. On ne va pas en plus les inciter à faire plus de pauses. » Et bien si, pour nous, c'est vraiment une conviction, c'est que c'est un investissement avec donc un retour sur investissement.
les pauses de qualité, je parle pas des pauses clopes, ni des pauses techniques ou des pauses pipi qui sont indispensables à la vie. Ces pauses-là, ces pauses actives, ces pauses mentales sont indispensables au fonctionnement normal du corps et du cerveau et donc au travail. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Christophe? Parce que quand on s'est rencontrés, tu sensibilisais énormément les collaborateurs dans les entreprises à ces sujets-là. Et lorsqu'on s'est retrouvés il y a quelques mois dans le cadre d'une formation pour les dirigeants, toi, tu étais dans la salle en face de moi et tu as apporté des compléments hyper intéressants, je trouve, sur l'importance de ces pauses, sur le stress et sur le fonctionnement du cerveau. Qu'est-ce que tu en dis? Merci. De m'envoyer la balle là-dessus. Déjà, ce qu'on en dit, d'ailleurs, effectivement, on intervenait, c'était auprès de dirigeants, puisqu'il y a quand même de plus en plus de dirigeants et de managers qui sont vraiment sensibles à créer le meilleur contexte possible pour leurs équipes et à s'appliquer aussi à eux-mêmes et à créer les conditions pour que les collaborateurs puissent avoir justement ces conditions qui préservent au mieux leur énergie et leur bien-être mental. Et sachant que là, nous, notre conviction, et c'est ce qu'on disait, c'est que chacun a un bout de chemin à faire. C'est-à-dire que c'est aussi à l'entreprise, au manager de créer les conditions qui permettent d'avoir une bonne écologie mentale. Et après, c'est au collaborateur aussi, ce que tu disais, aussi de faire les bonnes choses. Et donc, parmi ces conditions, il y a le fait de permettre d'avoir une vision positive des pauses. Et nous, on a fait des recherches l'Université Lyon 2 sur les micro-pauses, c'est-à-dire même des pauses, ce qu'on appelle micro-pauses, c'est plutôt des pauses de 4-5 minutes, voire moins, qui ont vraiment un bénéfice très fort si elles sont bien effectuées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, bien faire une pause? Et notamment quand on travaille avec son cerveau et qu'on a un métier à forte intensité cognitive, c'est-à-dire on est concentré, on doit réfléchir, comme là, si vous écoutez ce qu'on dit, vous êtes en forte, j'espère, en attention. Eh bien, pour le cerveau, il y a deux façons très vertueuses. C'est de le laisser en relâche attentionnel, c'est-à-dire de laisser le cerveau libre, vaquer à ce qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'on laisse libre cours à ses pensées. C'est-à-dire que dès qu'on a 4-5 minutes, on ne se jette pas sur son smartphone à lire des choses, puisque là, de nouveau, on est en focalisation attentionnelle, mais on laisse vraiment libre cours aux pensées, ce qui s'appelle, en anglais, le terme, c'est le mind wandering. On laisse les pensées aller et venir. Alors, il y a un mot français plus officiel qui est pas très joli, on appelle ça le vagabondage mental, mais c'est bien ça ce que ça veut dire, c'est-à-dire on donne libre cours à ses pensées. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Eh bien, il y a un double effet. Non seulement on relâche les parties du cerveau, les réseaux de neurones qui nous servent à la concentration, on leur permet de récupérer, de se régénérer, de se réapprovisionner à la fois en sucre et aussi en neurotransmetteurs. Et en plus, c'est très important d'avoir des temps de rien, des temps de pensée libre, puisque c'est les moments que le cerveau utilise aussi pour à la fois fixer des informations en mémoire, donc structurer ce qu'on reçoit, traiter les émotions, faire ce qu'on appelle de la régulation émotionnelle. C'est dans ces moments-là où vous allez repenser à ce que vous avez vécu, peut-être le matin, soit vous avez vécu un très bon moment, vous y repensez comme c'était sympa, ou vous avez eu un moment pas très agréable, et vous y repensez en disant « Ah, j'ai pas du tout aimé comme ça s'est passé, etc. » Et donc, c'est très important de revivre sa vie de cette façon-là pour digérer les émotions que l'on a pu vivre. Donc ça, c'est vraiment deux bénéfices. Et le troisième bénéfice, on le dit d'autant plus si vous attendez de vos collaborateurs et de vous-même que vous puissiez avoir des idées, c'est que le cerveau résout les problèmes complexes durant les phases de relâche attentionnel, durant tous ces moments. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on citait aussi, c'est le livre un livre d'un des meilleurs mathématiciens qui est promu par Cédric Villani. Vous savez, notre médaille Fields à l'homme qui a l'araignée, qui dit bien que les mathématiciens, notamment, résolvent les problèmes les plus complexes. Ils ont les flashs pendant qu'ils ne font rien de spécial. Lui, c'était en amenant ses enfants à l'école qu'il a eu l'idée. Voilà. Alors souvent, c'est les gens nous disent « Ah oui, c'est des bonnes idées que j'ai sous la douche. Oui, mais il faudrait les avoir plus en cours de journée. » Ce qui veut dire aussi, pour reprendre sur le physique, il suffit d'aller à pied, aller marcher un peu, 3, 4, 5 minutes, aller à pied d'une salle de réunion à l'autre ou aller tourner un peu, sans faire une activité mentalement exigeante, elle se relâche, et c'est là où vous aurez tous ces bénéfices de digérer les émotions, de mieux mémoriser et d'avoir les bonnes idées et de relâcher votre attention pour pouvoir reallouer votre attention derrière. Donc vraiment, vous avez ces bénéfices qui sont très forts.
Et en plus, quand vous avez un mouvement physique, eh bien, ça atténue le stress, puisque pendant que vous bougez, si en plus vous faites un peu de marche rapide ou vous prenez les escaliers, eh bien, vous allez aussi consommer les hormones du stress, donc vous serez dans un meilleur état, plus apaisé par la suite. Voilà. Donc, Anne-Charlotte, il y a vraiment que des bénéfices à faire ces micro-pauses, et donc, il faut que ce soit bien vu au travail, bien sûr, il faut que les managers soient exemplaires là-dessus, y compris pour eux-mêmes, et que, forcément, ils les favorisent également pour leurs collaborateurs. Voilà, Anne-Charlotte, je ne sais pas si tu voyais d'autres points. Donc, si je résume de manière un peu, oui, si je résume de manière un peu provocatrice, Jean-Christophe, on travaille le mieux quand on ne travaille pas, c'est ça? On travaille aussi, c'est ça, pour les métiers cognitifs. Eh bien, même quand on a l'impression que les gens font rien, en fait, leur cerveau continue à agir et ouais, tout à fait. Et donc, c'est une autre forme d'efficacité. On testera une pause. Parfait. On fera une micro-pause tout à l'heure, une pause mentale avec la méthode yogiste. Alors, je vais te repasser la parole, toi, Jean-Christophe, pour voir comment, chez Act for Now, vous adressez ces différents sujets qu'on a listés tout à l'heure à l'occasion de la semaine de la QVCT ou au-delà, évidemment. Voilà. Alors du coup, là, c'est très concret puisqu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut proposer, ça c'est quoi les thèmes que vous pouvez explorer chez nous ou ailleurs, hein, bien sûr. Là, nous, c'est les thèmes sur lesquels qu'on met en avant et on a plusieurs experts qui interviennent. Alors j'interviens à titre personnel aussi. Et on a notamment, je dis Gaël Alain, docteur en psychologie cognitive, qui intervient aussi à nos côtés, qui traite des thèmes. Et puis on a aussi un très bon Jordan Roche, qui est kinésithérapeute et qui intervient aussi sur la gestion du stress. Alors du coup, nous, parmi les thèmes qu'on recommande pour ce travail à venir, c'est, vu l'augmentation et de l'intensité d'anxiété, l'intensité de travail digital, etc., c'est aider les collaborateurs à mieux gérer leur charge mentale, leur concentration et leur récupération, et vraiment quelques fondamentaux à avoir, voilà, et qui pourront bénéficier à tous ceux qui soient en travail hybride ou pas, en tout cas pour faire baisser d'un cran cette tension et pour s'autoriser justement une bonne écologie mentale, comme je le dis, se faire du bien, pour que à la fois concilier bien-être et efficacité. Un autre sujet qu'on adresse vraiment et directement, et je pense qu'il est, pour l'instant, je pense qu'il est sous-traité, pas assez traité en entreprise, c'est cet enjeu d'éco-anxiété. Quand on sait qu'il y a 50% des collaborateurs et un tiers presque qui l'ont de façon assez forte, c'est comment est-ce qu'on peut l'atténuer et comment en faire un levier de dynamique collective, sachant qu'en plus en entreprise, et notre enquête sur l'éco-conscience des salariés a montré qu'il y avait à peu près un tiers des salariés qui, eux, sont pas très conscients et voire peuvent être hostiles aux démarches trop. Du coup, ça peut vraiment créer des tensions, ça peut renforcer les antagonismes, et du coup, c'est vraiment un facteur qui peut vraiment pénaliser l'ambiance au travail et le mal-être. Et d'ailleurs, souvent, nous, ce qu'on a constaté, je sais pas s'il y a des gens qui sont sur ces enjeux de prévention des risques, c'est que dans les questionnaires sur la prévention des risques psychosociaux, souvent, il n'y a pas de questions sur l'éco-anxiété. En tout cas, j'en ai très peu vu, ou c'est que les entreprises les plus en pointe qui le font, alors que c'est un gros levier. Donc là, vraiment, on apporte aussi des éléments sur... on aborde ce sujet en se disant, voilà, le fait existe, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour aider ces personnes et comment on peut en faire un levier dynamique collective plutôt que d'en faire un facteur d'antagonisme au sein d'équipes. Voilà. Ensuite, là, on a vraiment travaillé aussi, notamment avec Jean-Daniel Roche, sur ce sujet des aidants et des seniors, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire si on doit travailler un peu plus, puisqu'on peut tout à fait rester efficace longtemps. D'ailleurs, je ne veux pas revenir sur les âges des candidats aux élections américaines ou de Xi Jinping en visite chez nous ou de Poutine, etc. On peut rester efficace, efficient très très longtemps. Par contre, il faut mieux maîtriser les conditions pour le faire et avoir justement cette hygiène et cette écologie mentale qui va avec. Voilà. Et donc là aussi, pour les personnes qui, alors, seniors ou aidants, alors moi qui suis les deux, je vois bien, lorsqu'on a plusieurs facteurs de fatigue accrue, enfin de gêne accrue en cours de journée, eh bien il faut d'autant mieux structurer, si l'on peut, bien sûr, son écologie mentale et aussi avoir une compréhension des autres collaborateurs, des collègues, voire des managers, pour comprendre que dans ces cas-là, on peut tout à fait rester engagé et contributeur, mais on a besoin justement d'adapter
d'adapter aussi son écologie mentale. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un point aussi qui peut vraiment redonner de l'oxygène et faire aussi être une source de création de collectifs vraiment, vraiment intéressante. Alors soit que pour seniors, soit aidants, ou personnes vulnérables. Ensuite, on a aussi cette réflexion et on a monté des ateliers et des conférences sur le travail hybride, et notamment dans ce travail hybride qui non seulement a une sollicitation digitale accrue ou coupure de rythme, il faut être s'adapter à plusieurs rythmes, c'est pas toujours facile, surtout qu'on n'a pas tous le meilleur environnement chez soi ou au travail. Et du coup, dans ces conditions-là, comment on prend soin de soi et des autres, puisqu'on a vu aussi qu'il y avait un facteur très important sur le collectif de travail, les relations à son manager, à ses collègues, et ou justement d'avoir des relations soutenantes. Alors un des termes qui est toujours vraiment intéressant, même si malheureusement pour certains il paraît un peu plus ancien galvaudé, c'est cette notion de bienveillance. En tout cas, nous on préfère parler aussi de relations soutenantes les uns envers les autres, et que ce soit plus en présentiel et notamment dans ce travail hybride. Voilà. Et puis il y a cet autre sujet qui est lié à ce travail hybride et à un travail plus de mode digital qui se développe. Et du coup, comment est-ce qu'on peut bien gérer l'hyperconnexion sans s'épuiser? C'est-à-dire quelles sont les limites? Qu'est-ce que l'on peut faire là aussi les uns les autres au sein d'un collectif de travail pour fixer des bonnes règles, puisque c'est à la fois au collectif de fixer les règles, au manager et à l'entreprise, et c'est vrai que la loi sur la déconnexion a bien aidé, mais du coup c'est aussi une discipline collective et individuelle pour s'appliquer, et là de comprendre tous les bénéfices et les bonnes pratiques pour justement ne pas partir en hyperconnexion, en étant sursollicité, surépuisé par les écrans et en n'ayant plus le temps des pauses de relâche attentionnel, voilà, de regarder un peu par la fenêtre, tu vois, je te regarde Anne-Charlotte, et vous pouvez regarder le beau paysage derrière Anne-Charlotte, des beaux cyprès de Provence, un beau ciel, voilà, et rien qu'en regardant ça quelques minutes, eh bien, vous faites une relâche attentionnelle, bonne pour votre cerveau. Voilà, Anne-Charlotte, je te repasse la parole. Génial, merci beaucoup Jean-Christophe. C'est vraiment important. Nous, on est complètement complémentaires avec les ateliers que vous proposez. Ces thèmes-là sont hyper passionnants. Ils sont le fruit de nombreuses recherches de plus en plus pointues aujourd'hui, des neurosciences évidemment. Et chez Yogis, nous, on développe vraiment les outils pour compléter tout ça. Donc, je mets la slide sur le catalogue de services d'Act4Now que vous pouvez consulter Oui, voilà. par leur site internet qui est là. On aura l'occasion de s'en reparler. Et nous, on s'est vraiment rendu compte que pour intégrer ces sujets dont tu parles dans le quotidien des organisations, que ce soit sur l'hyperconnexion, sur le travail hybride, sur les aidants, eh bien, il fallait que ça soit très concret. Donc, nous, on apporte la brique concrète avec les techniques, les exercices que chacun peut et doit mettre en place, évidemment, dans son quotidien. Et on se rendit compte surtout que pour qu'il y ait un impact au-delà de la semaine de la QVCT, mais au quotidien et sur le long terme, bah, ça prenait du temps. Il y avait besoin de pérenniser tout ça sur au moins un moyen terme. C'est quoi? C'est 6 mois, c'est 1 an, avec plusieurs étapes indispensables pour d'abord faire prendre conscience aux collaborateurs qu'il y a un problème. Ça, c'est l'étape 1, c'est la sensibilisation, où il y a plein de formats potentiels, hein, que ce soit les ateliers de Act4Now ou que ce soit chez Yogist, nos outils comme le jeu du Well at Work sur la fresque du climat. On a utilisé le modèle de cette fresque qui parle de transition écologique pour parler de santé mentale et de santé physique. Que ce soit les sessions nomades, c'est-à-dire les sensibilisations au poste de travail où on propose de manière assez convaincante, je dois dire, limite de la coercition aux collaborateurs qu'on rencontre, de prendre une micro-pause avec nous, une pause active avec nous pendant qu'ils sont en train de travailler au poste de travail. Et ça, souvent, c'est des démarches qu'on met en place pour la semaine de la QVCT, une première fois pour enclencher finalement le changement. Et puis ensuite, il s'agit d'enseigner les bonnes pratiques, d'enseigner les bonnes techniques, parce qu'un atelier, c'est bien, mais ensuite, il faut avoir des piqûres de rappel et des moments de régularité qui permettent à chacun d'intégrer ces bonnes pratiques dans leur quotidien.
Donc, on a des sessions, on a des programmes de formation en visioconférence ou en présentiel, mais ça suppose vraiment de mettre en place des rituels réguliers. Et je pense que ça, c'est très, très important de garder en tête si vous mettez en place une semaine de la QVCT. C'est ensuite mettre en place un suivi régulier pour que ça ne s'arrête pas abruptement le vendredi 21 juin. Et puis, mettre à disposition des outils pour accompagner individuellement chacun, pour le rendre autonome dans sa pratique, c'est, je crois, aussi indispensable. Et parce que souvent, ce qui se passe, c'est à la fin d'un atelier, on nous dit « c'est génial, j'ai appris plein de choses, mais je me souviens déjà de rien. Comment je fais ?» Alors pour ça, vous allez avoir des livres, évidemment, qui sont les Bibles, avec les gestes qui sauvent au travail. C'est le cas de nos 2 tomes comme un yogiste et pose yogiste. Mais on a aussi du digital qui peut nous aider. Et c'est seulement à ce moment-là que le digital peut nous aider. Le digital ne remplacera jamais un atelier, une conférence, une expérience en présentiel qui permet de créer du lien. Mais le digital, avec des supports, avec notre garde du corps, par exemple, ou d'autres masterclass, est un moyen de retrouver les contenus et de les suivre régulièrement. Et puis enfin, nous, on y croit énormément chez Yogist. Former des collaborateurs ou des managers volontaires pour diffuser proactivement ces bonnes pratiques, ces bonnes manières de travailler, c'est vraiment ce qui va être un vecteur du changement sur le long terme. Donc, transmettre en interne ces compétences, les donner à des collaborateurs, leur apprendre à pêcher plutôt que de leur donner du poisson, ça me semble évidemment la clé du succès. Et c'est d'ailleurs ce qui fait notre différence chez Yogist, c'est cet organisme de formation qu'on a créé il y a maintenant 3 ans et dont certaines des connectés à ce webinaire sont issues, je les reconnais. Et du coup, moi, je voudrais vous montrer quelques exemples de pratiques pour la santé mentale ou le bien-être mental qui sont aussi simples que cette autosuggestion, ce moment de déconnexion totale avec les cadres de Danone qui ont joué à notre jeu du Well at Work et qui ont décidé, leur propre chef, de tester l'exercice de l'autosuggestion, de la récupération active en choisissant l'option la moins discrète, celle où on est en chaise renversée, allongé par terre, les pieds sur une chaise. Et ça, c'est possible même pour un comité de direction, même pour des gens dont on se dirait a priori que jamais ils n'oseraient faire un truc pareil parce qu'ils pensent qu'être stressé, ça les rend plus performants. Et j'en ai rencontré beaucoup des dirigeants qui avaient cette croyance-là. Et puis un deuxième assemblage de photos. La santé mentale, c'est pas que pour les sédentaires tertiaires dans les grandes tours de la défense. C'est aussi dans les usines où quand on travaille le corps et quand on soulage les maux du corps, on soulage aussi énormément les maux de l'esprit. Et donc, vous voyez à gauche, ces collaborateurs, ces opérateurs dans une usine Air Liquide qui apprennent à faire le chien tête en bas sur un bout de tuyau dans l'atelier. Et ça permet, en délassant finalement le bas du dos, de délasser aussi le mental. L'image du milieu, vous voyez Emmanuel qui est un conducteur routier, un chauffeur de poids lourd qui conduit des porte-voitures, qui passe des journées et des semaines entières sur la route, qui dort dans sa cabine et qui, avec Yogist, a appris à trouver un sommeil réparateur même quand il dort dans une aire d'autoroute et surtout quand il a passé 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour dans une tournée au volant, à être hyper vigilant évidemment pour éviter l'accident. Et puis enfin, la troisième image, je voudrais vous parler des couturières, des ateliers Dior haute couture, les petites mains donc qui créent des robes absolument féeriques, mais qui sont toute la journée penchées sur un métier, qui ont une pression incroyable pendant les collections et les pré-collections, et à qui on peut aussi apprendre à trouver des micro-pauses et à travailler le corps pour soulager l'esprit, même dans un atelier, quand on n'a pas de chaise et pas d'écran d'ordinateur. Et du coup, je voudrais vous proposer de passer à l'expérience, avant de passer aux questions-réponses avec vous, une micro-pause toute simple, issue de la méthode Yogist. Ça peut être aussi facile que de faire un compte à rebours. Le compte à rebours, c'est une technique de respiration où on va compter à rebours, vous l'aurez compris. En fonction du temps qu'il vous est imparti, vous pouvez partir de 108 et aller jusqu'à 0, ça si vous avez une demi-heure devant vous. Vous pouvez partir de 25 et aller jusqu'à 0 en respirant 25 fois.
ou vous pouvez commencer à 10 et aller jusqu'à 0. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et sur ce compte à rebours de 10 comptes, vous allez en profiter pour respirer 10 fois. Et en respirant 10 fois, de la manière la plus profonde et la plus lente possible, vous oxygénez votre cerveau, certes, vous autorisez vos synapses à faire un petit contrôle alt-supre, mais surtout, vous activez votre système nerveux parasympathique, celui qui permet de faire baisser le stress, baisser la pression. Donc, si vous n'avez pas des jolis cyprès derrière vous au bureau, vous pouvez aussi faire un petit retour sur vous-même sans forcément regarder par la fenêtre en faisant ce compte à rebours pour vous reconcentrer et recharger vos batteries. Donc, on va le faire ensemble. Vous allez peut-être placer vos coudes sur la table devant vous pour arrondir le haut de votre dos et vous mettre vraiment dans votre bulle. Laissez la tête tomber vers le bas et laissez le dos s'arrondir. Et dans cette position, vous devez sentir que le ventre se relâche, que le dos se relâche aussi. Jean-Christophe, tu commences déjà à bâiller, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et dans cette position, avec la tête complètement relâchée, vous fermez la bouche et vous respirez gentiment, lentement, par le nez, le plus lentement possible. Et à chaque compte, vous allez visualiser le chiffre, soit en le voyant, soit en le disant dans votre tête si vous êtes plutôt friand de l'audition. Fermez les yeux, inspirez tranquillement en gonflant le ventre, 10. Expirez lentement, le plus profondément possible, 10. Inspirez, 9. Expirez, 9. Inspirez, 8. Expirez, 8. Inspirez, 7. Expirez, 7. Inspirez, 6. Expirez, 6. Inspirez, 5. Expirez, 5. Inspirez, 4. Expirez, 4. Inspirez, 3. Expirez, 3. Inspirez, 2. Expirez, 2. Inspirez, 1. Expirez, 1. Inspirez une dernière fois, 0. Expirez une dernière fois, 0. Et à la fin de votre compte à rebours, vous allez tout doucement repousser les coudes contre la table, venir vous redresser, le dos bien droit au fond de votre siège. Clignez plusieurs fois des yeux pour les réhabituer à la lumière. Prendre une grande inspiration, une grande expiration et retrouver votre rythme respiratoire normal. Et ce compte à rebours-là, il dure 2 minutes chrono. Vous pouvez le faire absolument à n'importe quel moment de votre journée, sauf peut-être au volant, pour recharger les batteries. Et si vous avez du mal à le faire tout seul, vous pouvez retrouver les pauses mentales yogistes avec votre garde du corps digital en flashant ce petit QR code que vous trouvez ici ou en allant sur yogist.io. Parce que oui, on a parfois besoin d'un incentive, d'une piqûre de rappel pour prendre soin de nous. C'est ce qui nous manque souvent d'ailleurs. Et c'est bien dommage. Donc la technologie, le digital nous aide à faire ça. Et encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir le partager avec votre équipe pour que ça devienne un rituel de management, un rituel d'équipe, au-delà d'être une pratique individuelle. Et on n'a pas besoin pour ça de parler de méditation, de yoga, de sophrologie, ce qui peut faire un petit peu peur à ceux qui en ont le plus besoin. Simplement expliquer qu'on fait une micro-pause, une pause active, une pause mentale, ça peut largement suffire. Alors, on voudrait passer maintenant aux questions-réponses
avec vous, on est là pour vous. Est-ce que par rapport à ce que on vient d'expérimenter ensemble, par rapport à tous les éléments passionnants que nous a livré Jean-Christophe, avec qui on resterait bien 3 heures de plus, est-ce que vous avez des questions sur votre démarche de QVCT, je vais y arriver, dans votre entreprise, ou pour vous, en tant que travailleur qui avez besoin de prendre soin de votre santé, de votre bien-être mental au quotidien? Allez-y, c'est le moment des échanges. Sauf si vous êtes toujours en compte à rebours en train de dormir, peut-être. Catherine, Wendy, Emmanuel, est-ce que vous avez des questions pour Jean-Christophe? C'est clair comme de l'eau de roche, vous n'avez aucune question. Ah si, Catherine est en train de rédiger une question. Tu respires, Jean-Christophe, ça va? Ouais, j'étais bien, j'ai fait l'exercice, bien visualisé, c'est vrai que c'est bien. Et puis on voit qu'en 2 minutes, 2-3 minutes, on peut vraiment se requinquer un peu. Pas besoin de plus, c'est souvent ce qui nous fait peur. Eh oui. Ah, super question, Cathy, ouais. Est-ce qu'on est en retard? Avez-vous un retour sur l'état de la QVCT en dehors de la France? Est-ce qu'on est à la bourre en France? Alors je sais que, je sais pas si tu veux que je réponde là-dessus, il y a des enquêtes européennes, hein, notamment sur les conditions de travail et le ressenti de bien-être au travail. Et la France est plutôt mal placée, voilà. Et on peut le dire par rapport à des pays européens, même que ce soit du nord de l'Europe, et notamment parmi les facteurs qui pénalisent, qui sont pénalisants en France, il y a à la fois les relations, c'est-à-dire que les Français ont malheureusement une culture relationnelle qui, par rapport à d'autres cultures, peut être c'est un peu plus rugueux. Et du coup, il y a un peu moins de soutien social, à la fois avec le manager ou avec les autres collègues. Et puis, il y a cette culture aussi un peu de l'effort, un peu plus du présentéisme, alors qu'il est en train de s'estomper, mais qui fait que ça favorise pas non plus de gérer l'effort dans la durée. Et ensuite, un des autres points très importants, on retrouve le C de QVCT dans les conditions de travail, c'est aussi l'autonomie, le fait de laisser les collaborateurs plus s'auto-organiser, c'est-à-dire de pas un des fléaux étant le micromanagement, c'est-à-dire si je permets pas aux personnes d'avoir leur marge de manœuvre et leur autonomie, y compris dans leur façon de s'organiser, et donc de gérer ces temps, eh bien, j'aime pas. Et puis, eh bien, on pénalise. Et juste, je renvoie vers quelque chose. Moi, je suis à moitié allemand, donc j'ai travaillé en Allemagne. Et les Allemands ont mis en place des enquêtes qui ne sont ni de risques psychosociaux, ni d'engagement, mais c'est une enquête conçue avec les syndicats sur les bonnes conditions de travail, qui s'appelle d'ailleurs tout simplement le Gute Arbeit Index, hein, si vous recherchez, et qui est un questionnaire qui a été passé des millions de fois, des millions de collaborateurs, puisque ça a été fait en concertation avec les syndicats, qui en Allemagne sont très présents, et qui permet, donc c'est un ensemble de questions qui permet de savoir si non seulement vous avez un travail qui est bon pour vous, Gute Arbeit, c'est un travail bon pour vous, mais qui vous permet de faire du bon travail. C'est-à-dire aussi, et on sait très bien, le risque psychosociaux, que le bon travail empêché, si on empêche les gens de pouvoir faire un travail dont ils sont fiers, eh bien c'est un des facteurs. Et donc, ils ont créé vraiment une enquête de référence, sont une des plus administrées en Europe, qui permet de concilier bon travail et quelque part efficacité. Ce qui veut dire qu'on ne met pas non plus les managers en porte-à-faux en disant que soit ils font du bien-être et à ce moment-là comment je fais mes résultats, ou soit je fais mes résultats mais comment je fais du bien-être. Ce qui remonte en fait quelque part le risque psychosocial sur des managers, notamment de proximité, qui sont pris entre le marteau et l'enclume, entre soit je fais du bien-être, soit je fais mes résultats. Mais voilà. Et donc je renvoie à ça, puisqu'on peut justement, ils partent du principe qu'on peut tout à fait concilier les deux, en laissant du temps d'autonomie, de marge de manœuvre, donner du sens, de la compréhension, éviter effectivement les stress, la pression du travail, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment assez vertueux et ça renvoie tout à fait aussi à ce qu'Anne-Charlotte, tu recommandes dans l'ensemble de Yougist, ce que vous préconisez en termes de gestion des rythmes et de temps pour soi.
Voilà. Ah, Ouais, et Emmanuel. je trouve ça hyper intéressant de mettre de manière très concrète que être bien au travail permet de faire du bon travail. Ouais, Et c'est ça. finalement, c'est aussi simple que ça. Et l'allemand permet de le dire, je parle pas allemand, mais j'ai l'impression que ça permet de le dire d'une manière très très simple et très intuitive en fait. Voilà, c'est ça. Alors, tu as une question d'Emmanuel ou tu veux commencer à Emmanuel a une répondre? question sur la gestion. Ouais, ouais. Ça, c'est pour Voilà, toi encore. D'accord. Alors cette gestion du temps au quotidien, dans les conseils que l'on donne de bonne écologie mentale, c'est vraiment le principal, c'est si on a des temps si on a un métier cognitif où on a des phases de concentration plus importantes, traiter des dossiers, on doit réfléchir, rédiger des choses complexes, c'est d'avoir des bulles pour le faire, des temps vraiment dévolus à la concentration approfondie, ne serait-ce que 20 minutes, une demi-heure, où on peut se concentrer complètement sur un sujet sans avoir d'interférence, sans avoir d'outils digitaux qui vous impactent, le petit ping, sans regarder ses notifications, sans avoir le collègue qui vous pose des questions. Voilà. Donc vraiment, une des bases de la gestion du temps quand on a des phases de concentration qui fatiguent, concentration, encore une fois, ça fait, c'est de pouvoir avoir des temps pour se mettre dans sa bulle et des temps où on n'est plus disponible. Donc ça, et ensuite de caler ce que Anne-Charlotte, vraiment ce que vous préconisez, c'est ces temps de micro-pause de ça peut être 2, 3, 5 minutes où on bouge pas, on peut faire, voilà, des tensions pour soi, pour les yeux, pour les respirations, laisser de la relâche attentionnelle. Donc ça, c'est le deuxième point. Laissez-vous des temps de micro-pause. Voilà. Et donc déjà, si vous arrivez, alors bien sûr, il faut qu'on puisse le faire avec ses collègues en concertation avec son manager, mais d'avoir des bulles de concentration avec ces micro-pauses, et puis ensuite, déjà, ça. Après, il y a d'autres conseils un peu plus approfondis, mais rien que ça, c'est vraiment, à mon avis, les deux fondamentaux. En tout cas, que moi je cherche à respecter, je pense à Charlotte aussi, et qu'on préconise absolument. Et oui, et c'est toujours notre cheval de bataille d'expliquer que la pause s'impose justement quand on n'a pas le temps d'en faire, justement quand on est pressé et que c'est urgent, justement quand on n'a pas le temps. Et ça, c'est encore sacrément difficile à faire accepter. Et c'est vrai que c'est un long chemin, mais qu'il faut le faire accepter. Puis sur la concentration optimale, ce que tu dis est très intéressant et vous pouvez le retrouver dans la méthode Pomodoro qui recommande de mettre en place des phases de concentration extrêmement approfondies sans stimuli externe, donc au calme, avec un casque dans les oreilles, sans les emails et sans les WhatsApp à proximité, et puis de faire des pauses de 5 minutes après une première phase de travail de 25 minutes, et puis on recommence sur 3 ou 4 cycles. Et ça permet de rythmer la journée si vous répondez à ce genre de rythme et que c'est pas quelque chose qui vous angoisse. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, mais en fait, je vais pas y arriver. C'est beaucoup trop structuré pour moi et je m'en sors pas. Et d'autres qui nous disent, bah voilà, ça nous permet de bien cadrer la journée, de donner un rythme et donc de finir sans se cramer les 8 heures ou les 9 heures de travail par jour. Avec Christelle, oh là là, comment argumenter auprès d'un employeur qui s'adresse peu à la question du bien-être au travail, en plus de tout ce qu'on a dit maintenant sur le retour sur investissement? Est-ce que tu as un élément de réponse, toi, Jean-Christophe, dans les 3 minutes qui nous restent? Oui. Disons, après, c'est l'enjeu aussi, si l'entreprise cherche à recruter, c'est que d'abord, il y a un facteur de marque employeur, d'attractivité, et ça, de regarder dans quelle mesure est-ce que ça peut dégoûter des personnes qui soit vont se carapater par protection, soit vont démissionner, soit malheureusement, pour certains, vont tomber en arrêt maladie. C'est-à-dire que le non-bien-être au travail, la non-qualité au travail a un coût très important. Et là, vraiment, l'ANACT a fait des recherches, il y a tout un ensemble de recherches qui prouvent le coût très conséquent et du coup la non-attractivité de l'entreprise. Et ensuite, j'irai un peu plus loin, si vous lui demandez, si vous parlez à des employeurs, regardez, puisqu'en fait, on se dit pourquoi est-ce que des cadres dirigeants sont moins frappés par les burn-out et par les gros fatigues. Et en fait, parce que eux, ils peuvent décider de leur bonne écologie au travail. Et vous lui demandez qu'est-ce que lui peut faire. En fait, vous vous rendez compte, c'est des personnes qui se font leur micro-pause discretos, qui disent je suis là pour personne, qui se font leur facteur d'isolement, qui ne perturbent pas l'emploi du temps des autres en chamboulant, voilà, avec des choses urgentes à la dernière minute, qui chamboulent tout ce qu'on avait prévu. Voilà. En fait, eux, souvent, ils se créent une très bonne écologie du travail. Voilà. Mais du coup, qu'ils en fassent bénéficier tout le monde pour que l'entreprise en bénéficie. Voilà. Désolé.
Ma petite réponse en 2 minutes là-dessus. Donc, le bâton et la carotte. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est très bien. Le bâton et la carotte, c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas réceptifs, bah voilà, ça coûte de l'argent, ça fait mal au porte-monnaie et donc il faut absolument s'en occuper, ne serait-ce que pour cette raison négative. Et puis pour ceux qui sont réceptifs à des arguments plus positifs, c'est un argument d'attractivité, de rétention des talents, c'est un argument de marque employeur et ça permet tout simplement à l'organisation de grandir de manière pérenne et de manière positive sans utiliser des grands mots de bienveillance qui peuvent faire lever les sourcils des patrons les plus dubitatifs. Voilà. Et juste, j'ajouterais juste ça, excuse-moi. Génial. Je vous remercie. Comme il y a les Jeux. Ouais. Le mot de la fin, Jean-Christophe. Oui, non, comme il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, regardez les efforts qui sont faits maintenant auprès des sportifs pour qu'ils aient des accompagnateurs de psychologues et pour qu'ils soient dans une ambiance de sérénité, y compris les plus grandes équipes. Elles sont performantes lorsqu'elles sont sereines, hein, d'ailleurs. Voilà. Et du coup, la sérénité et le bien-être mental est un grand facteur de performance sportive également. Ça, vous pouvez le rappeler pour ceux qui veulent la performance. Voilà, je te repasse le tout mot de la fin, Anne-Charlotte. Eh ben, c'est top. Je pense que c'était le bon mot de la fin en relation avec les JO et on précise qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, les athlètes des Jeux Olympiques n'étaient pas du tout accompagnés ni sur l'alimentation, ni sur le stress, ni sur la préparation mentale et que tout ça a évidemment bien changé quand on s'est rendu compte du caractère multifactoriel de ces questions sur la santé, le bien-être mental et donc sur la performance. Merci beaucoup Jean-Christophe pour Act for Now d'avoir été présent à ce webinaire avec nous. Merci pour tes éclaircissements et tes éclairages qui sont toujours très pragmatiques, extrêmement clairs et sympathiques au surplus. Merci à vous qui avez pris le temps de participer à ce webinaire et à ceux qui visionneront le replay. À très bientôt pour de nouveaux webinaires et de nouveaux contenus Yogist Well at Work et à très bientôt. Voilà. Et merci à toi, Charlotte, à toute l'équipe yogiste.